Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. On va parler bien sûr des mondialisations, de l'école qui sont au cœur de votre projet. Et puis il y a aussi de l'actualité, le Sénat, on se tiendra au courant pour savoir si le Sénat bascule ou pas à gauche. Une question qui était dans l'actualité cette semaine, qui touche à l'international, la Palestine, il faut reconnaître l'État palestinien? Je crois. C'est une des clés pour avancer vers la paix et les retrouvailles avec la prospérité. Les Palestiniens ont aussi, eux, envie de leur révolution arabe. Et ils en sont bien loin. Les problèmes de la progression, de la poursuite de la colonisation, la vie très difficile dans les territoires de l'autorité palestinienne. Et je crois le moment, dans cette course de lenteur qu'a imposé Israël, d'avancer. Une déception que le président Barack Obama n'ait pas, d'une certaine manière, été à la hauteur de ses propres Alors justement, discours. Il y a un barrage ou un blocage du côté américain et du côté israélien. Est-ce que Nicolas Sarkozy a raison d'essayer de pousser les choses en fixant un calendrier sur un an et une période transitoire pour la reconnaissance de l'État palestinien? Je crois que la France devrait se prononcer d'abord clairement et ne pas donner l'impression de préférer la demi-mesure. La période n'est plus à la demi-mesure, il faut avancer et régler ce dossier. C'est très important, ne serait-ce que pour nous en France, car il y a beaucoup d'identification à la misère et aux humiliations subies par le peuple palestinien dans notre pays. Moi, je crois que c'est autant maintenant un dossier de tranquillité pour tout le monde que pour les pays du monde. Et nous en faisons partie. Le président Montebourg reconnaîtrait l'État palestinien? Oui, sans aucun embâche. L'actualité de cette semaine, c'est aussi l'affaire de Karachi. Brice Hortefeux a demandé à être entendu au plus vite par la justice sur les raisons pour lesquelles il a pu avoir des informations concernant l'audition d'un des témoins clés. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Vous avez confiance ? La justice est entre les mains du pouvoir, puisque les procureurs sont en quelque sorte ramenés au rang de préfet qu'on peut en quelque sorte diriger depuis le palais de l'Élysée. C'est une grave faute contre ce qu'a été quand même la tradition de la Ve République, où on acceptait une certaine autonomie des procureurs. Et nous avons perdu cette possibilité, qui était un droit finalement, d'éviter l'arbitraire. Et aujourd'hui, la justice est instrumentalisée par le pouvoir politique pour persécuter judiciairement les rivaux du pouvoir, M. de Villepin en a fait l'étrange expérience, ou protéger les amis du pouvoir. Cela ne peut plus durer. Il est temps de fonder une république différente, sur des règles nouvelles, ce que moi j'appelle la 6e République. C'est un projet où les pouvoirs seront séparés et où l'autorité de la justice garantira aux citoyens l'égalité de tous devant la loi. Vous dites protéger les amis du pouvoir, c'est à l'accusation d'apporter la preuve qu'il y a eu une faute de la part de Brice Hortefeux. L'accusation, en l'espèce, n'a pas très envie d'accuser, car elle préférerait éviter que l'ami proche du président de la République... sont à la botte du pouvoir? Les magistrats du parquet sont obligés de subir les injonctions du pouvoir. Ils peuvent dire non, ils ont le droit. Ils risquent beaucoup pour leur carrière et leur légion d'honneur. J'en ai connu, moi, qui ont dit non. Ils sont rares, car tous ceux qui avaient le caractère de résister ont été éliminés. Bien, autre actualité de la semaine, une déclaration qui a fait mouche, celle de François Fillon, c'était cette semaine, donc on l'écoute. De frapper, il réussissait d'ailleurs à frapper. Pour la France, quel est le défi ? D'abord, s'assurer que le tandem franco-allemand, quel que soit le scénario, soit indéfectible. Il faudra aller vers un temps de travail commun, il faudra aller vers un âge de retraite commun, il faudra aller vers une convergence progressive de l'organisation économique et sociale de nos deux pays, parce que c'est la clé de la survie et du développement de la zone euro et du continent européen. Alors c'est une déclaration qui a suscité un tollé à gauche, mais qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à dire qu'il est souhaitable que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur un certain nombre de critères? Dans son discours, il a déclaré un peu plus. Il a dit qu'il fallait aligner la durée légale de la retraite sur celle de l'Allemagne. Il a dit un âge commun. Oui, mais il n'a pas dit 67 ans. Partout, on a annoncé que l'âge commun, c'était 67 ans. Lui, il ne l'a pas dit. Certes, mais ses ministres se sont chargés de le dire. Qu'est-ce que cela voulait dire? En 2030. Hein. Les Allemands, c'est en 2030. Certes, mais il y a déjà eu 2 réformes de la retraite qui portent le nom du Premier ministre actuel, M. Fillon.
l'avant-dernière devait être la dernière, et la dernière réforme devait être la dernière des dernières. Et voici qu'une fois la réforme adoptée dans des conditions d'injustice absolue, pour un grand nombre de salariés qui payent le prix de la réforme la plus injuste d'Europe, voici qu'on annonce l'alignement ou les embrassades avec l'Allemagne sur le terrain antisocial de l'aggravation des droits sociaux pour les salariés. D'ailleurs, il est un point intéressant dans ce qu'a signalé M. Fillon dans son discours. Il dit « la durée du temps de travail devrait être alignée sur l'Allemagne », mais sait-il qu'en Allemagne, on travaille beaucoup moins qu'en France? Je pense qu'il parlait de la durée sur la durée de la vie, pas seulement sur la durée hebdomadaire. Oui, mais la durée du temps de travail se compte en plusieurs morceaux, hebdomadaires, annuels, et la durée de la vie. Alors vous-même, dans un livre précédent qui a été publié au mois de novembre dernier, Des idées et des rêves, vous disiez bon, une collection d'États ne fait pas l'Europe, il faut recréer du fédéral en mettant en place un gouvernement économique européen. Ça veut donc dire qu'il faut bien qu'il y ait des concessions réciproques des Français vis-à-vis de l'Allemagne vis-à-vis des Français. Je crois que la question franco-allemande est fondamentale. D'abord parce que nous avons besoin de nous unir. Sans les deux jambes que constitue, j'allais dire, le cœur de l'Europe, l'Europe ne marchera pas. France-Allemagne, les deux jambes de l'Europe. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur l'essentiel, c'est toute la zone euro qui est déstabilisée. C'est exactement le cas aujourd'hui. L'Allemagne a déstabilisé la zone euro en pratiquant ce qu'on appelle la désinflation compétitive, écrasant les salaires, limitant sa protection sociale et faisant de la compétitivité par les coûts, donc en cassant en quelque sorte les prix. Ça a beaucoup créé de tensions dans la société allemande. Mais aujourd'hui, la situation est très difficile, car que peut faire l'Allemagne si elle a autour d'elle des pays en difficulté? D'autant que nous sommes ses clients. Donc, à force de vouloir appauvrir la Grèce, l'Italie, la Belgique, la France et tous les autres en imposant l'ordre du patronat allemand, car l'Allemagne, pour moi, ce n'est pas Mme Merkel et le patronat allemand, c'est aussi le SPD, c'est aussi Die Linke, c'est aussi les syndicats allemands qui aujourd'hui demandent des hausses de salaire. Donc, l'alliance entre M. Fillon, M. Sarkozy, Mme Merkel et le patronat allemand pose un grave problème, car ce sont des dirigeants qui ont créé la situation dramatique que nous sommes en train de vivre, qui risque de faire éclater la zone euro. Les Français qui vont décider de qui est élu en Allemagne. Je crois que les Français déjà doivent affirmer leur position au lieu d'être sur le porte-bagages du patronat allemand et de la droite allemande. Nous n'avons pas de vocation à être les annexes en quelque sorte d'une politique faite ailleurs. Je crois que la France a des choses à dire. Lorsque je défends des solutions fédérales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'euro est en train de sombrer. C'est un bien commun à tous les citoyens européens. Que faire? C'est très simple. Mutualiser toutes les dettes publiques liées à la crise et les faire payer par le système financier et bancaire. Alors ça, vous allez en reparler tout à l'heure. Ce que j'appelle l'Agence européenne de la dette. On va faire une interview très complète avec vous sur... C'est une solution fédérale. Sur toutes ces questions. Vous avez publié récemment sur votre blog la première loi du président Montebourg intitulée « Sécurisation de l'économie », 12 articles. Les 5 premiers concernent les banques et leur mise sous tutelle, enfin, réglementation, leur surveillance. Ce sont les ennemis du peuple, les banques? Aujourd'hui, elles sont plus fortes que le suffrage universel. Elles sont en train de faire sauter à la corde les États, les gouvernements et les contribuables. Et c'est elles qui dictent, avec toute la galaxie financière, les agences de notation, les hedge funds, la spéculation, et la liberté que des gouvernants ont donnée au marché financier, en train de dicter au peuple la politique de leurs dirigeants. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de 36 solutions. Soit nous mettons sous tutelle la finance, soit c'est elle qui va nous mettre sous tutelle. Et ça a déjà commencé. Monsieur Alain Juppé a déclaré dernièrement qu'en cas de victoire de la gauche, il ne donnait que 15 jours pour que la France, qui aurait choisi une autre politique que celle du gouvernement auquel il appartient, soit en quelque sorte dégradée par les agences de notation et placée sous tutelle des marchés financiers. Le général de Gaulle disait « La France ne peut pas faire sa politique à la corbeille ». C'était une autre époque. Eh bien, c'est cette époque... Les frontières existaient à l'époque. Eh bien, c'est cette époque qu'il faut reconstituer, sinon ça ne sert à rien qu'il y ait des élections, monsieur Magol. Qui va investir, apporter des capitaux à une banque qui serait sous tutelle? D'abord, la mise sous tutelle n'est pas la nationalisation. Oui, mais enfin, je tiens à le préciser. C'est une surveillance précise sur le comportement de la banque. Exactement, avec un droit de veto, une présence dans les organes de direction de la banque. Ce seront les autres banques qui paieront.
car il s'agit de mutualiser les dettes entre les banques de manière à ce que celles-ci se portent secours, ce qu'elles ne font absolument pas aujourd'hui. Il n'est hors de question, et je crois que cela fait partie des engagements solennels d'un candidat à la présidence de la République, que ce soit les classes moyennes, les classes populaires, les gens qui n'ont que leur travail pour vivre, qui payent la facture de la crise. Les dettes publiques, les dettes privées qui n'ont toujours pas été assainies dans le bilan des banques, semble-t-il. L'ensemble de ces dettes doivent être payées par le système financier et donc par la spéculation qui a réalisé d'énormes profits sur la fragilité de notre monnaie et de nos États. Alors la mise sous tutelle est-elle réellement une garantie? Parce qu'il y a une banque qui était sous tutelle, même à un certain moment très largement dominée par les pouvoirs publics. C'est le Crédit Local de France, Dexia. On voit que cette banque a poussé les collectivités territoriales à prendre des emprunts spéculatifs qu'elles payent lourdement aujourd'hui. Donc vous voyez que ce n'est pas une garantie? Ce n'est certainement pas une garantie dans une période de déréglementation financière, car il ne suffit pas de mettre sous tutelle, il faut aussi créer des lois. Vous savez, dans la vie quotidienne des Français, on a mis des radars sur toutes les routes départementales de la vie quotidienne. C'est très bien pour la sécurité routière, mais sur les autoroutes de la finance, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de ligne blanche. Alors qui met ces radars? Qui les contrôle? Le législateur et les responsables politiques qui auront le courage d'affronter la finance. Par exemple, l'interdiction de spéculer, la séparation des métiers bancaires. Il faut découper en morceaux les banques, en quelque sorte redistribuer ou refabriquer un système bancaire en ramenant les banques à faire leur métier, c'est-à-dire financer l'économie. Autour de nous, Monsieur Mazerolle, il n'y a plus de chefs d'entreprise qui témoignent de ce qu'ils peuvent trouver du crédit dans leurs banques. Ce sont les économies familiales ou l'autofinancement des entreprises. On dit que quand les politiques font de l'économie, ça devient une catastrophe. Je ne parle pas que les politiques fassent de l'économie. Je parle que la politique est le protecteur de l'intérêt général. Or, les banques ne sont pas l'intérêt général. Elles sont des intérêts privés qui ont pris trop de pouvoir et trop de place par rapport à d'autres intérêts. Lorsque je dis qu'il faut séparer les métiers de banque, ça veut dire que ceux qui collectent l'épargne des Français n'auront pas le droit de jouer avec. Alors justement, vous dites l'épargne, il faudra faire en sorte qu'elle soit investie dans l'économie nationale ou européenne. Comment peut-on interdire à un particulier d'investir ailleurs que dans l'économie nationale ou européenne? Le particulier fait ce qu'il veut. Mais l'intermédiaire financier qui collecte l'épargne aura l'obligation, dans ses ratios, dans ses normes de comportement individuel, de réinvestir l'épargne sur le territoire national. Pour une raison simple, c'est que c'est de l'épargne captive qui est là. Nous avons la chance d'avoir un des meilleurs taux d'épargne du monde. Il est gaspillé par un système financier qui est aujourd'hui anti-civique, qui jouent contre les intérêts de notre pays. Il est temps maintenant de les ramener à l'ordre et de les remettre au pas. Alors, vous êtes quand même assez dirigiste parce que vous avez publié un second livre, Mon projet pour l'école. Et alors là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère puisque vous dites qu'il faut réinventer l'école, je veux créer une école commune. Et ça signifie quoi, l'école commune? C'est que les classes du primaire et du collège seront dans le même bâtiment. C'est-à-dire donc les pas forcément le même bâtiment, mais en tout cas, elles seront dans le même établissement. Dans le même établissement, voilà, dans le même établissement, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, du primaire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite au lycée, pareil, même établissement pour les filières générales, technologiques et professionnelles. Donc ça veut dire, et vous assurez une mixité sociale avec une nouvelle carte scolaire. Hein. Bon, je schématise beaucoup en disant ça. Alors, bon, on va vous dire, vous supprimez les classes homogènes, c'est-à-dire les classes qui permettent à ceux des meilleurs élèves de se retrouver ensemble et véritablement de progresser, vous allez tirer tout le monde vers le bas. Il est démontré que les classes homogènes ne sont pas un très bon résultat, et pour les bons élèves comme pour les excellents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émulation. Il est nécessaire, et c'est démontré scientifiquement dans la plupart des systèmes scolaires, les systèmes performants, c'est-à-dire qui produisent de la réussite pour les élèves qui sont en échec, de la réussite pour les élèves qui sont moyens, de la réussite pour les élèves qui sont bons et qui deviennent excellents, si et seulement si il y a un mélange. Il est démontré que les classes homogènes sont une catastrophe pour les élèves bons qui deviennent moyens, et finalement, contrairement à ce qu'on croit, l'homogénéité est un véritable problème. Et par ailleurs, c'est un système injuste. Car aujourd'hui, tout le système scolaire tel qu'il fonctionne est un système qui trie, qui classe, qui sélectionne et qui élimine. Donc on en tire quelques-uns et tout le reste part en quelque sorte à l'abandon.
Voilà ce qui se passe pour l'essentiel des élèves. Le projet que je défends est un projet de remobilisation contre l'échec scolaire. Il s'agit qu'on soit mauvais, ou en échec, ou en difficulté, qu'on ait décroché, qu'on soit moyen ou qu'on soit bon, l'école de la République a le devoir de pousser le plus loin possible tous les élèves. Comment on s'y prend ? En dédoublant les classes et en individualisant, différenciant les pédagogies et en construisant ce que les familles ne peuvent pas faire. Elles n'en ont pas les moyens parce que la société a changé, c'est-à-dire en ayant une individualisation des parcours dans l'école, ce qui suppose de changer les rythmes et d'éviter les ruptures, comme l'entrée en sixième, qui est une rupture très difficile pour les élèves. Le choc est rude et c'est là que les éliminations commencent. Mais mettre tout le monde ensemble, même les profs vous disent il suffit qu'il y ait 10 mauvais élèves, 10 élèves turbulents, et ça tire la classe vers le bas. Il s'agit d'abord de s'en occuper et de ne pas les abandonner. Aujourd'hui, les professeurs n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas dédoubler. Aujourd'hui, les seuls dédoublements, c'est 1/12 du temps scolaire. Je propose 1/4 du temps scolaire, ce qui permettra de traiter les problèmes. Lorsqu'il y a des élèves qui ne sont pas sociables, qu'on n'arrive pas à intégrer dans la petite société de la classe, il y aura des réponses. Mais l'objectif est de tirer tout le monde vers le haut et non pas tout le monde vers le bas. Combien de budget en plus ? Je pense qu'il faut assumer à peu près ce qui a été supprimé en 5 ans, 80 000 postes. Mais attention, je suis favorable à ce qu'on réembauche si et seulement si on transforme le système. Je ne suis pas pour qu'on transforme le système avec les moyens d'aujourd'hui, parce qu'on n'y parviendra pas. Je ne suis pas pour qu'on réembauche si c'est pour se contenter du statu quo, car nous arroserions le sable. On va marquer une pause et puis on fera la séquence reportage.